Sochaux, le 29 octobre 2016, ce jour, le Racing Club de Strasbourg bat le club local pour un match de Ligue 2. Plus de 1500 supporters ont fait le déplacement, parmi eux, un supporter un peu particulier. Je m'appelle Greg, j'ai 34 ans, je supporte le Racing depuis mes 10 ans. Je suis aujourd'hui vice-président de la Fédération des supporters du Racing depuis sa fondation en 2010 et membre des Ultras depuis 2000. Et voilà. Tu publies 9 fois le Tour de la Terre pour mon club. Je te laisse présenter l'ouvrage. Oui, en fait, c'est un livre qui revient sur mes 15 années de souvenirs en déplacement avec le Racing Club de Strasbourg. Et donc, de nombreuses anecdotes, mais aussi une volonté d'expliquer ma passion extrême pour le Racing, vu que je n'ai pas raté le match depuis 13 ans maintenant. Une volonté également de faire découvrir mon mode de vie. Puisque voilà, c'est quelque chose qui est quand même relativement méconnu du grand public en France, cette vie tournée autour de son équipe de football. Et puis aussi une volonté de militer pour un football populaire, en partant de certaines situations vécues pour dénoncer certaines dérives et certains abus du football actuel. Et plus généralement, l'idée c'est surtout de donner une autre image des supporters qui sont quand même très souvent décriés en France. Surtout qu'en plus, le livre n'est pas réservé aux amoureux de football, parce que déjà, par exemple, au début du livre, on a un glossaire avec les lexiques, avec les mots, pour les personnes qui connaissent pas le milieu. C'est vraiment une bonne initiative et une bonne introduction. Effectivement, moi ma volonté c'était de m'adresser au grand public. Faire un livre d'initiés pour les initiés n'aurait pas n'aurait pas eu d'intérêt d'un point de vue militant. Moi, ma volonté, c'est vraiment de toucher un public large pour faire découvrir mon univers avec ses qualités et ses travers aussi, parce qu'on ne verse pas non plus dans l'angélisme. Je pense que les lecteurs, les gens qui ont déjà lu le livre l'ont bien compris. Et donc, effectivement, d'où cette volonté de faire le maximum pour le rendre accessible à tous. Alors, dans le vif du sujet, on sait que l'aventure va être originale, parce que déjà, ton premier déplacement, tu le fais pour un match à domicile, à Caen. Ouais. Oui, tout à fait. La méno avait été suspendue suite à l'affaire du pétard. Une juge de touche qui avait pris ou pas d'ailleurs, un pétard à proximité de son oreille lors d'un derby contre Metz en 2000, fin 2000. Et du coup, la méno s'était retrouvée suspendue pour Strasbourg-Caen en 2001. Ce match, Strasbourg-Auxerre, pardon, et le match avait eu lieu à Caen. Et en fait, le club avait offert le déplacement aux abonnés, ce qui avait été l'occasion pour moi de franchir le pas et de faire mon premier déplacement. Et puis, dans les premiers déplacements, il y a le prestigieux Stade de France. Ouais, effectivement, mon premier déplacement donc à Caen, il est fin avril 2001 et fin mai, on est qualifié pour une finale de Coupe de France. Et donc, c'est vrai qu'à l'époque, le Stade de France a que 3 ans encore, et donc c'est vrai que c'est encore une vraie découverte et un vrai événement de tyran, surtout avec 20 000 supporters de son club. Et les déplacements, ça vous donne quand même l'occasion de visiter des jolis lieux. On voit quand vous partez donc sur la Coupe d'Europe, sur Rome, voilà. Et puis après, on voit aussi que vous témoignez une profonde sympathie pour la Corse. Oui. C'est vrai que c'est l'occasion de voyager, les déplacements. Après, la Coupe d'Europe, c'est vrai que c'est un gros chapitre de mon livre, mais ce n'est que 6 déplacements, malheureusement, dont 2 fois à Bâle, à une centaine de kilomètres de chez moi. Donc oui, on n'y a pas beaucoup goûté à la Coupe d'Europe ces 15 dernières années, mais ça reste des souvenirs de plus en plus extraordinaires. Et la Corse, c'est vrai que ça a quand même un côté un peu différent, quoi. C'est sur une île, un contexte local assez particulier, c'est pas le mot, mais en tout cas une identité locale forte qui rend le contexte football un peu spécial. Et c'est vrai que voilà, souvent c'est des déplacements sur 2-3 jours, une autre façon de vivre le foot en fait, puisque c'est forcément un gros week-end à chaque fois. Les gens qui y vont sont forcément les plus passionnés. Et donc c'est vrai que la Corse, c'est spécial, il y a tout un chapitre. Après, il faut dire aussi que les clubs corses nous ont souvent suivis ces dernières années dans les montées et les descentes. Donc, c'est vrai que moi, les 2 stades que j'ai le plus fait, c'est Ajaccio et Bastia. Donc, c'est vrai que c'est quand même relativement spécial, mais c'est le sportif qui en a décidé ainsi, quoi. Un peu étonné parce que je discute souvent avec des supporters de partout qui font des déplacements aussi. Et j'ai vu que vous aviez visité plusieurs fois Bollaert à Lens. Et il n'y a pas une ligne par rapport à Lens. À chaque fois on me dit oui, c'est exceptionnel quand on va à Lens. Hein. Et là je me suis dit bon, quand est-ce qu'il va en parler? Est-ce qu'il a une petite anecdote? Est-ce que il y a Lille, mais je j'ai pas vu de choses sur Lens. C'est vrai que j'ai pas de déplacement marquant à Lens en fait, ce qui explique que
ce qui explique que ça ne soit pas ressorti dans le livre. Moi, je respecte le public lensois, on s'est d'ailleurs toujours bien entendu avec les ultras locaux, donc moi j'ai vraiment aucun problème avec Lens. Mais bon, après c'est vrai que Lens-Strasbourg à l'époque en Ligue 1, c'est peut-être pas la grosse affiche non plus pour le public lensois. J'ai pas souvenir d'avoir vécu une ambiance extraordinaire à Bollaert, en fait, tout simplement, sans dire qu'elle est mauvaise, hein, loin de là, ça reste une des meilleures ambiances de France, j'ai rien à dire là-dessus, mais c'est vrai que j'ai pas souvenir d'un déplacement marquant avant ça. Et puis je pense que là, les matchs en Ligue 2, que ce soit à la Méno ou à Bollaert, je pense que ça va être du chocolat pour les yeux et pour les oreilles. Ouais, mais alors celui-là, c'est vrai, enfin ces deux-là, je les attends avec grande impatience. Déjà, c'est vrai que nous, à la Méno, là, on a un peu changé de dimension avec le changement de tribune cet été. Donc on a vraiment franchi un cap en termes d'ambiance. On n'a par contre pas encore eu de gros matchs. Il y a Lens qui se profile début décembre, ça va être la première grosse affiche de la saison, avec du public en face, avec en plus sportivement on tourne pas trop mal, donc pas mal d'ingrédients réunis pour faire de ce match une grosse fête dans les tribunes effectivement, et j'attends vraiment ce match. Et alors le retour, lui, il peut être aussi très très chaud puisqu'il sera à 3 journées de la fin. Et pour peu que l'une, l'autre ou mieux les deux équipes soient encore dans la course pour espérer quelque chose, effectivement ça peut être très très bon. Alors le but de la saison, durant tout le livre, les différentes saisons, c'est de faire le grand chelem. Parfois vous faites même des petits stratagèmes pour pouvoir assister à des matchs. Par exemple, quand vous faites passer pour un apprenti journaliste pour suivre un match à huis clos. Ouais, alors c'est vrai que le but de la saison sur le Grand Chelem, c'était vrai les premières années, parce que j'étais un jeune ultra, plein de motivation. Aujourd'hui, oui, c'est plus ou moins le but, mais je le vis plus de la même manière. Maintenant, je prends les déplacements les uns après les autres. J'ai un premier enfant de 2 ans, une petite fille qui va arriver dans les prochains jours. C'est vrai que se projeter sur une saison, c'est plus possible. Donc c'est vrai qu'à ce jour, la série court toujours, mais moi je les prends vraiment les uns après les autres. Et effectivement, pour revenir sur ce déplacement à Bastia, là pour le coup, on n'avait vraiment pas eu de bol puisque c'était suite à des incidents qui avaient eu lieu plusieurs mois avant lors d'un Bastia-Clermont, je crois, que une quinzaine de jours avant la rencontre, le sursis tombe pour Furiani. Moi, j'avais déjà mes billets d'avion, donc déjà la question d'y aller se posait pas trop puisque de toute façon, j'avais réservé mes billets et mon hôtel. Et du coup, effectivement, ça a été 2 semaines très très intenses pour trouver un moyen d'assister à cette rencontre. On a fini par y arriver avec ma femme, grâce à l'appui du club quand même, effectivement, et on s'est fait passer pour des étudiants en école de journalisme qui faisaient un reportage sur un match à huis clos. Bon, après, il faut dire que dans le contexte corse, au final, personne s'est trop demandé ce qu'on faisait là. On était dans un coin de la tribune de presse et ça s'est bien passé, ouais. Il y a même un déplacement en Sochaux où les supporters strasbourgeois étaient interdits de déplacement. Et malgré tout, c'est un match de foot, c'est des décisions qui sont un peu idiotes. Et au final, vous dites, faut qu'on aille voir le match, quoi. Ouais, ça effectivement, ça tombe dans quelques jours après les attentats de Paris en fin d'année dernière. Donc c'est vrai que je décris beaucoup les interdictions de déplacement. Alors on était dans un contexte quand même extrêmement particulier où la décision est peut-être moins absurde qu'elle l'est tout au long de la saison, notamment pour les matchs de Ligue 1. Donc je conteste pas trop forcément l'interdiction de se déplacer ce jour-là. Après, moi j'y suis allé avec ma femme, mon fils. On était au final une cinquantaine de Strasbourgeois réunis en tribune discrètement, et on s'est pas fait remarquer. On était dans un contexte bien spécial où tout le monde avait bien conscience que les forces de l'ordre avaient autre chose à faire que de gérer les matchs de foot. Bon, après, c'est vrai que c'est pas parce que je conteste pas la décision en tant que telle que je l'accepte. Moi, quand mon équipe joue, je veux pouvoir y aller sans qu'on m'embête et sans embêter personne. Et donc, effectivement, la décision a été prise d'aller voir ce match en famille. Alors, il y a un chapitre qui est dédié à une période qui est juste hallucinante, où vous enchaînez 6 déplacements en 25 jours en 2011. Ouais, tout à fait. Ça, c'est mon chapitre préféré, là. Ce que je disais l'autre jour, j'aurais pu l'intituler Au cœur de la névrose. Ce qui est encore plus hallucinant que le contenu du chapitre, c'est le contexte. Là, notre club, il est mis à sac, hein. Vraiment, les mots ne sont pas trop forts, par un dirigeant qui s'est retrouvé là un peu par hasard en se faisant rouler dans une affaire financière. Il se rend compte qu'il a perdu son argent et sa seule petite satisfaction, c'est de rendre les gens fous dans l'entourage du club et de saccager le club. Et c'est vrai que nous, on est en national cette saison-là, il y a que des déplacements qui sont extrêmement lointains.
il y a plus personne au club. Il reste juste un entraîneur et un groupe de joueurs qui se bat pour essayer d'accrocher la montée, parce que c'est la seule chance de survie du club. Et encore, on n'est même pas sûr que ça suffise à éviter le dépôt de bilan. Et c'est vrai que dans ce contexte-là, le mois de janvier 2011, on a parcouru 9500 kilomètres. On était souvent que 2 ou 3, même s'il y a eu une ou deux mobilisations sympas. On était notamment 50 pour un match à Cannes ce mois-là aussi. Mais c'est vrai qu'on est vraiment, en fait, dans un contexte, on est un peu à la vie, à la mort. On sait qu'on peut perdre notre club d'une semaine à l'autre ou presque, et qu'on n'est pas sûr de le revoir un jour. Parce que bon, depuis, l'histoire a été belle entre temps, mais c'est vrai que quand on est vraiment dans le dur avant le dépôt de bilan, on peut pas trop se projeter sur la suite. Et là, il y a vraiment une volonté de pas lâcher, de montrer que voilà, le Racing continue d'exister, même si ce n'est plus que pour une poignée de supporters. Et ouais, là, on a vécu un mois qui est vraiment dingue là pour le coup. Ouais. Alors il y a même une anecdote où c'est un match, tout à l'heure on parlait de balle, où en attendant que les autres supporters arrivent, vous faites le capot. C'est vraiment... Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, moi à l'époque je suis responsable ultra, je fais partie des leaders, mais effectivement je suis pas capot. Ce jour-là, on s'est bloqué à la frontière pendant un temps interminable par les douaniers qui font de l'excès de zèle, qui nous demandent si on a des flingues sur nous. Enfin bon, bref, un contexte complètement fou qui fait qu'au final on rate 20 ou 25 minutes d'un match qui est pourtant qu'à 100 km de chez nous. Et quand on rentre en tribune, le Racing mène déjà 1-0. Au moment où on franchit les grilles avec mon frangin, le Racing met le deuxième. Il y a plus de 1000 Strasbourgeois qui sont en tribune complètement déchaînés à ce moment-là. Il y a personne pour donner le tempo. Et mon frère, qui est responsable ultra aussi à ce moment-là, et moi, on décide là pendant 2-3 minutes, le temps que les leaders arrivent, que les capots arrivent, de prendre le relais. Et c'est vrai que ça reste un grand souvenir parce que c'était vraiment un bon moment d'ambiance à ce moment-là, quoi. Ok. Et puis il y a quand même pas mal de choix à faire dans le livre. Par exemple, vous faites un déplacement après la naissance de votre fils Robin. À un moment, vous dites, j'ai failli choisir entre un baptême et un match du RCS. Il y a même une anecdote qui est drôle, c'est que vous étiez prêt à décaler votre mariage en 2013 pour pas rater la fin de saison du RCS. Comment ça se passe dans votre tête en général? Il y a des moments de grande difficulté, hein. Autant c'est clair qu'aujourd'hui tout mon entourage connaît et accepte mon mode de vie, et ceux qui l'ont pas accepté, de toute façon ils font plus forcément partie de mon entourage aujourd'hui. Donc voilà, on va dire que 19 fois sur 20 ça roule tout seul. De temps en temps il y a quand même effectivement un cas de conscience et une difficulté. Le baptême en l'occurrence c'était celui de ma nièce, donc au final je trouve in extremis un avion qui me permet d'enchaîner les deux, même si je me retrouve en short au baptême et que j'ai pas eu le temps de me doucher après un déplacement en Corse. Le mariage, là, c'était quand même hautement improbable, puisque en fait, c'est le match suite à l'engouement des supporters du Racing pour un match décisif en CFA. Le match est reporté d'une semaine pour raison de sécurité, parce que le club de Raon n'est pas capable de l'organiser. Et c'est vrai que selon la date que moi j'avais choisie, parce qu'en fait, je vais partir me marier à l'étranger, et selon la date que j'avais, moi j'aurais voulu choisir, effectivement, on aurait déjà été parti pour la date qui a été repositionnée. Mais heureusement, ma femme avait argumenté pour partir un peu plus tard, et ça nous a permis de pas encore être parti au moment du match, parce que je pense que effectivement, on aurait choisi d'aller au match plutôt que de partir se marier, quoi. Alors malgré tous les crève-cœurs, la ferveur, on voit quand même que avant de devenir amateur, il y a quand même un gros fossé qui se crée entre les joueurs et les supporters. Ouais, je pense que ça c'est pas forcément lié spécialement à notre contexte sportif, hein. Ça fait quoi, j'ai envie de dire, ça fait 20 ans, et peut-être c'est l'arrêt Bosman qui marque le début de ça, l'explosion de l'argent dans le foot, une difficulté de plus en plus grande pour les supporters à s'identifier aux joueurs. Moi, quand j'étais gamin, les footballeurs, c'était mes héros, quoi. Aujourd'hui, mon fils de 2 ans, la dernière personne que j'ai envie d'idolâtre, qui sera bien un footballeur, quoi. Après, je le reproche pas forcément aux footballeurs en tant que tel, mais aujourd'hui, on prend des gamins de 20 ans, on leur file des millions, ils sont pas forcément allés longtemps à l'école. Enfin voilà, moi, c'est plus des gens avec qui je me sens des affinités très développées de manière générale. Donc voilà, après il y a des exceptions, et voilà, c'est un lieu commun un peu facile que je fais, mais c'est quand même vraiment longtemps comme ça que je l'ai vécu. Alors c'est vrai que du coup le passage en amateur il inverse un peu ça, puisqu'on se retrouve avec j'ai envie de dire des gens comme vous et moi qui portent nos couleurs, des gars qui viennent en tram en entraînement, des gars qui n'ont pas le permis, qui galèrent, qui ont du mal à louer un appartement à Strasbourg parce que leur employeur c'est le Racing et que financièrement c'est pas très crédible. Donc c'est vrai que forcément du coup les affinités sont un peu plus simples suite au redémarrage dans le monde amateur.
Et voilà, il y a une proximité plus grande qui se crée. Aussi quelque part des joueurs qui vivent un peu un monde professionnel en amateur, le fait de jouer à la méno devant du monde, voilà, quelque chose qu'ils ont sûrement rêvé de faire, mais qui pour une raison ou l'autre, ils n'ont pas réussi à convertir professionnellement plus jeunes. Et donc c'est vrai que tous ces éléments fait que effectivement il y a un gros rapprochement qui se fait un peu public et son équipe ces dernières années à Strasbourg, quoi. Il y a quand même une chose qui ressort aussi, c'est quand même le traitement des autorités envers les supporters. On a l'impression des fois qu'ils traitent du bétail. Il y a des anecdotes du genre, il y a des règles à savoir, quand tu as des médicaments sur toi, il faut l'ordonnance, un truc totalement idiot. Les clés de voiture, des fois, il faut les laisser à l'entrée, ou bien tu te fais filmer avant et tout. C'est vraiment hallucinant, quoi. Ouais, mais en fait, ce qui est hallucinant, c'est d'une qu'on soit traité comme ça et de deux que ça dérange personne, quoi. Moi, c'est ça qui me révolte, c'est qu'on a l'impression en France que les supporters de foot sont des sous-citoyens et qu'on peut leur infliger ce qu'on veut, parce que bon, là, voilà, on parle d'anecdotes à la fouille sur des clés de voiture, j'ai envie de dire c'est pas bien grave, mais aujourd'hui, on se retrouve quand même avec un contexte législatif où il y a pendant des années le PSG qui fait des listes de supporters de manière complètement illégale. C'est dénoncé plusieurs fois par la CNIL parce que c'est des listes hors de tout contrôle, sans droit d'accès, enfin bon voilà, qui violent en fait toutes les lois françaises, ni plus ni moins. Le PSG s'en sert tous les week-ends pour expulser des gens de son stade, de stades à l'extérieur, il communique ça à d'autres clubs de manière toujours illégale, il renvoie des gens de l'équipe 2, ils annulent des billets aux matchs féminines, tout ça voilà, en toute illégalité, et au final le gouvernement finit par faire une exception pour le football qui autorise les listes illégales en fait, quoi. C'est voilà, une loi d'exception pour le foot pour gérer les supporters sans aucun contrôle de personne. Moi, c'est des choses qui me révoltent complètement. Et voilà, et je comprends pas que ça n'interpelle personne dans le monde politique, dans le monde des médias aussi, puisque voilà, les gens qui sont censés dénoncer les choses anormales dans la société quand les politiques le font pas, c'est pour moi la presse et ça ne la dérange pas non plus. Donc ça, c'est vraiment des choses contre lesquelles je me bats. Et alors, outre l'aventure sportive, on voit quand même qu'il y a une bonne ambiance entre potes, il y a des blagues potaches. J'ai découvert qu'il y avait la tradition des rangées de cul dans les bus. Après, il y a aussi quand vous aviez tagué avec tout notre respect sur vos fesses pendant un match. Voilà, on a l'impression, c'est des potes, voilà, ils viennent juste voir un match de foot, c'est pas des bêtes sauvages, c'est pas, voilà, c'est juste. Oui, effectivement, le monde ultra a ses travers et voilà, il peut y avoir des incidents. Après, effectivement, il faut toujours déjà se demander pourquoi, parce que c'est pas parce qu'il y a des incidents que c'est forcément toujours à l'initiative des supporters. Mais après, effectivement, ça c'est la petite partie, parce que sur voilà des centaines de matchs de foot qu'on a en France tous les ans, qu'on a un incident au final, quelle proportion? Est-ce que c'est pire que dans d'autres activités de la société dont on parle jamais? Et après, il y a tout le reste dont on parle jamais. Effectivement, l'amitié, la solidarité. Voilà, c'est cette grosse aventure humaine qui est de faire partie d'un groupe de supporters avec voilà ces déplacements lointains, ces galères, voilà toute cette culture associative, cette gestion de local, de support de communication, que ce soit le site internet, feuille d'info, enfin voilà toutes ces compétences, toute cette vie. Voilà, certaines associations qui vont jusqu'à faire des actions caritatives. On peut prendre l'exemple des Lensois, puisque c'est un sujet que vous connaissez bien. Voilà, les Red Tigers qui tous les ans depuis de nombreuses années font une collecte de jouets avant Noël pour les enfants d'un hôpital du coin. Voilà, des choses comme ça. Mais sauf que ça, c'est tout le bout dont on parle justement jamais. Ça fait partie justement de cette déconsidération des supporters. C'est qu'on prend les quelques défauts, on en fait un portrait général et on s'intéresse pas réellement au sujet et pas du tout au bon côté en fait. Et il y a aussi une phrase qui est marquante, si on n'a pas compris l'attachement que vous avez pour le RCS, ça choque au moment où on entend qu'avons-nous fait pour mériter cela. En fait, c'est que du football, mais au final, ça fait vraiment mal au cœur d'avoir le plafond qui tombe sur la tête, le ciel qui tombe sur la tête, et vous demandez, mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter tout ça, quoi. Ouais, c'est vrai qu'à un moment, quand on subit des choses sur lesquelles on a au final que peu d'influence et que le sort s'acharne, pas pendant des semaines ou des mois, mais pendant des années au final, parce que c'est ce qui nous est arrivé, c'est vrai qu'à un moment, on a quand même un profond sentiment de désespoir qui nous envahit. Et justement, c'est pas que du football, quoi. C'est du football et c'est tout ce qu'il y a autour, et concrètement ce qu'il y a autour, moi c'est toute ma vie ou presque, donc ouais, forcément c'est des émotions qui sont fortes, qu'elles soient positives ou négatives. Et la période passée en amateur, vous parlez quand même d'une belle parenthèse de 5 ans. Il y a alors je vais pas poser la question, vous préférez quoi? Vous préférez que ça soit amateur ou professionnel? Mais j'en suis pas loin. Est-ce que vous regrettez pas, si un jour vous retrouviez l'élite, vous retrouviez l'Europe, regrettiez pas justement cette période passée en amateur?
Bah nous, en fait, on a vécu ces 5 ans dans une ambivalence complète. C'est-à-dire qu'on savait qu'on se battait pour retourner dans un endroit où on serait pas bien accueilli et pas bien traité. Voilà. D'un point de vue supporter actif, c'est comme ça qu'on le vivait. Donc déjà d'une, on a pleinement profité de cette période. On a redécouvert les vraies joies du football, simple, amateur, voilà, sans pression, sans contraintes sécuritaires, comme dit, avec des joueurs qui étaient contents de nous voir. Donc voilà, c'était une belle période. Après, l'autre partie, c'est qu'on savait que ça ne pourrait durer qu'un temps et qu'il n'y a que la reconstruction sportive, les succès et les montées qui permettraient à l'engouement de perdurer. Et donc, de toute façon, on était condamné à pas pouvoir rester dans le monde amateur. Donc, parce que sinon, effectivement, on serait devenu un club comme les autres. Enfin voilà, ça n'aurait pas pu durer. Donc, il n'y a pas forcément de regret d'être remonté dans le monde pro, parce que c'était une étape incontournable, on le savait. En fait, moi, mon vrai regret, c'est qu'aujourd'hui, il soit très compliqué de profiter avec simplicité du football dans le monde professionnel, parce qu'il n'y a pas de raison, quoi. Le vrai regret, il est là, c'est qu'on soit obligé d'avoir ce genre de. En fait, la question ne devrait pas exister, quoi. Le regret, il est là, quoi. C'est que cette question existe, quoi. Et puis pour conclure, à un moment vous indiquez que vous suivez presque plus de matchs à la télé parce que pour vous les émotions d'un match de football ça se vit dans un stade et pas ailleurs. Ouais, mais en fait, c'est vrai que ça rejoint un peu ce que je viens de dire, c'est que moi, à un moment, entre ma passion pour mon club et le football en tant que tel, les voies sont vraiment séparées. J'étais gamin, j'étais ado, j'étais fan de foot, je regardais tous les matchs, Coupe d'Europe, l'équipe de France. Et puis, au fur et à mesure que le football a suivi une évolution qui me déplaisait, j'ai un peu scindé les choses dans mon esprit, quoi. Et c'est vrai que moi, au final, je regarde pas un match de la saison. C'est à un tel point qu'aujourd'hui, j'ai regardé l'Euro cet été, parce que voilà, c'est une période sans foot en club, et que bon voilà, c'est aussi ouais, on va dire un événement festif indépendamment du football. J'ai découvert 7 ou 8 joueurs de l'équipe de France, quoi. Pour dire à quel point j'ai complètement quitté le monde pro d'un point de vue actualité, parce que en fait c'est vrai que ça m'intéresse juste plus et que je fais complètement la part des choses entre le monde professionnel et ma passion pour mon club, quoi. Alors retrouvez l'excellent livre de Grégory Walter, 9 fois le tour de la Terre pour mon club, en vente par correspondance. C'était juste du foot.